Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci infiniment de prendre le rendez-vous de l'entretien du dimanche. En tout cas, c'est un honneur de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Alors que notre pays s'apprête à franchir une nouvelle étape de son histoire, on va dire constitutionnelle, nous avons le privilège de recevoir un invité de marque. Il s'agit du ministre conseiller Gilbert Déoumalé. Il est le ministre conseiller en charge de la justice et des relations extérieures auprès donc du chef de l'État. Avec lui, nous avons décrypté point par point la nouvelle constitution récemment adoptée par voie parlementaire et en attente donc de promulgation. Et nous allons donc lui demander les fondements, quelles sont les ruptures et peut-être même les continuités avec le test de 1990, quels impacts pour la démocratie, la séparation des pouvoirs et les droits fondamentaux. Et si le temps nous le permet, nous évoquerons également l'impartialité de la justice au Bénin ainsi que les enjeux diplomatiques dans un contexte régional et international en pleine mutation. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement. Ça démarre tout de suite. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci infiniment de nous recevoir dans vos locaux. C'est moi. Pour démarrer, je veux qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. Est-ce que vous comprenez les polémiques qu'il y a en ce moment autour donc, de cette révision de la Constitution? Il y a beaucoup de personnes qui parlent, on parle même de coupure d'électricité. Il y a des gens qui sont à l'extérieur qui critiquent chaque matin cette révision-là. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes ces personnes-là? Est-ce que vous l'entendez même d'abord? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Merci bien. Merci de me donner l'opportunité donc de donner mon point de vue par rapport à tout ce qui se dit autour donc, de cette révision de la Constitution. J'ai l'impression que ceux dont vous parlez, qui interviennent tous azimuts, ne savent même pas de quoi il est question. J'ai suivi un d'entre eux qui, je vais nommer Rodriguez, qui estime que on ne connaît pas le contenu, mais il trouve que c'est mauvais. C'est une aberration que de ne pas savoir le contenu de quelque chose et de dire aux yeux du monde que cette chose est mauvaise. Et lorsqu'on parle du Bénin à l'extérieur par cela, je me demande si c'est le même Bénin où nous vivons ou c'est un autre Bénin. Quelqu'un qui est allé en exil depuis 20 ans, ou qui est contre Patrice Talon, et qui estime que c'est à cause de Patrice Talon qu'il est à l'extérieur, qu'il est allé en exil. Et depuis 20 ans? Depuis 20 ans. C'est ça fait pas encore 20 ans que... Patrice Talon est au pouvoir, ça ne fait même pas encore 10 ans. Il est allé en exil, c'est bien avant Yahi Boni. Alors, voilà des gens qui, pour eux, tout le monde est mauvais sauf eux. Parce que s'il est allé en exil sous Kérékou, ça suppose que pour lui, Kérékou est mauvais, Yahi Boni est mauvais, Segoulo est mauvais, Talon est mauvais. Donc c'est eux seuls qui sont bons. C'est bizarre. Et ils analysent tout ce que fait Patrice Talon par rapport à leur personne. J'estime que les Béninois doivent comprendre que ce n'est pas des gens à suivre. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y a dans cette modification de la Constitution. Alors je voudrais simplement prendre le cas de quelques points dont parlent nos amis d'en face. Je prends le cas du Sénat, qui est venu juste réguler la vie politique. Je ne sais en quoi ça devrait susciter de polémique. Alors, on demande même si c'est opportun ou si ce ne l'est pas. Moi, je voudrais coller à la réalité et prendre quelques exemples pour étayer ce que je dis. Vous savez, quand il y a eu des démêlés entre notre pays et le Niger, le président Yahi Boni et le président Nicéphore Dieudonné Segoulo ont pris la décision par eux-mêmes d'aller au Niger discuter avec le président Tiani pour que les deux pays s'entendent comme des frères. Mais ils n'ont pas été mandatés pour. Mais l'initiative avait été saluée par tout le monde. Tout le monde a salué l'initiative. Ça suppose simplement que le pays a besoin d'une instance du genre, d'un groupe de sages, d'une chambre de sages qui puisse intervenir à des moments donnés. Ce qui est aberrant, c'est que le président Yahi Boni, qui a eu cette initiative-là avec le président Nicéphore Dieudonné Segoulo, fait partie de ceux qui contestent aujourd'hui le Sénat. Alors que le besoin est là. Le besoin se fait sentir. Mais ce qui est bien, c'est que le Bénin ne se limite pas à 2 ou 3 personnes qui sont soit ici ou en exil. Et lorsqu'on parle d'exil, le régime du chef de l'État, du président Patrice Talon, n'a jamais demandé à un citoyen béninois de sortir du pays.
ceux qui sont en exil, soit ils sont partis parce qu'ils ont des démêlés avec la justice, soit parce qu'ils estiment que la gouvernance ne leur plaît pas. Donc, le régime n'a jamais contraint quelqu'un à la fuite. Sortie. Alors, lorsque vous avez des démêlés avec le tribunal, avec la justice, et que vous ne vous reprochez rien, vous répondez. Qu'ils vous souviennent qu'il y a un député en exercice de la mouvance qui avait été interpellé par la Criette parce qu'il a fait un transfert de fonds sur un compte pour son propre fils. Mais il n'a pas fui. Il est allé à la Criette justifier l'origine des fonds et ce à quoi servent ces fonds-là. Il est libre de ses mouvements. Ça aurait été un opposant qu'on aurait dit qu'on pourchasse les gens jusque dans leur chambre. J'estime simplement que ceux qui le disent, que ce soit ici ou à l'extérieur, c'est des gens qui sont incapables de justifier ce qu'ils font. Et ils ont tout remis en cause, jusqu'à ce que les Béninois se demandent s'ils sont au Bénin, comme moi, ou dans un autre Bénin. Alors, vous voyez, au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons 28 députés on avait 28 députés de l'opposition qui ont tout contesté jusqu'à aujourd'hui. Tout. Tout ce qui vient de Patrice Talon est mauvais. Ce qui est heureux, c'est que lorsque vous vous mettez dans cette posture-là, les Béninois vous regardent et se rendent compte que vous n'êtes pas sérieux. Parce qu'on ne peut pas avoir élu un président et tout ce qu'il fait, selon vous, est mauvais. Je prends le cas de la ZDIZ, que tout le monde apprécie, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais ils tirent à boulet rouge sur ça. Ils estiment que ce n'est pas bon. Et le monsieur qu'on appelle Rodriguez, dont j'ai parlé, n'a fait que parler de ça. Il est allé jusqu'à parler de ce que le Haut-Bénin, il y a la famine. De vous à moi, nous sommes au Bénin. Est-ce que nous avons la famine au Bénin? Estimer qu'au Bénin, on n'est pas libre. La démocratie, ce n'est pas faire ce que l'on veut. C'est respecter les lois. C'est ça la démocratie. Et lorsque à l'Assemblée, par exemple, la mouvance arrive à imposer son point de vue à la minorité, c'est encore eux qui crient. Mais c'est ça qui fonde même la démocratie. La démocratie signifie simplement que la majorité impose son point de vue à la minorité. Lorsque, entre-temps, il y avait une tentative de modification de la Constitution et que la minorité de blocage avait dit non, est-ce que la mouvance en a fait un problème? C'est la loi qui le dit. Ils ont fait valoir ce que la loi leur permet de faire. Et ben, nous avons tout ça à assumer. Pourquoi quand c'est l'inverse, il y a un problème? Alors, en dehors donc du Sénat, qui est venu, comme je l'ai dit, stabiliser les institutions, j'estime que au Bénin, il y a certains citoyens, on se demande si ils sont comme vous et moi. Parce que une structure qui vient stabiliser les institutions est gage donc de développement. Parce que tant qu'il n'y a pas la paix, il n'y a pas de développement. Alors, le chef de l'État, quand vous voyez ce qu'il fait, il fait tout pour satisfaire les populations, ceux qui l'ont élu. Donc, il ne doit pas s'occuper donc du sentiment de quelques-uns qui sont aigris parce que ce n'est pas eux qui font. On se positionne pour rejeter tout ce qui vient de Patrice Talon. Alors, lorsque vous aspirez à gérer un pays, ça suppose que vous voulez le bien et le bien-être des populations, n'est-ce pas? Évidemment. Alors, lorsque ce n'est pas vous qui êtes aux affaires et que quelqu'un d'autre le fait et le fait bien, si vous y allez contre, ça suppose que vous n'aimez pas la population. Donc, le peuple béninois observe. Alors, on estime même que c'est tout ce qui arrive, par exemple, au parti politique LD, que c'est Patrice Talon qui est derrière. On voit une main invisible. Et la main invisible, selon eux, c'est la mouvance. Alors, est-ce que c'est Patrice Talon qui a demandé, par exemple, que celui qui était pressenti pour représenter le LD au la présidentielle, c'est Patrice Talon qui a demandé à Yahya Boni de l'éjecter? C'est qui était pressenti? Vous êtes au Bénin, vous savez. Donc,
Puisque le débat, c'était ça. Quelqu'un dit, si ce n'est pas telle personne, je ne donne pas mon parrainage. En quoi ça nous concerne? Alors, lorsque vous avez votre structure, vous avez même votre famille, vous êtes chef de famille, et vous êtes incapable de canaliser vos enfants, et que ces enfants, en ville, vont commettre des impairs, vous venez vous en prendre à la justice ou à vous-même. C'est exactement ça. Quand on vient dire à la télé, c'est à cause de talent que je n'arrive pas à faire si dans mon parti politique, ça suppose que vous êtes en train de faire des aveux. C'est un aveu d'incompétence, d'incapacité. D'accord. Mais, monsieur le ministre, ce qu'il reproche surtout à cette révision, c'est le timing. Ils estiment que ce n'est pas le moment qu'on doit faire, enfin, le moment est propice pour faire une révision de la Constitution. On est à 6 mois des élections et ils évoquent le fait que la CEDEAO dit de ne pas toucher les tests avant donc, les élections. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Le code électoral qui doit nous amener aux élections n'a pas été touché. C'est ce que je peux répondre. L'autre chose, lorsque le Bénin a pris la décision suite au coup d'État qui est intervenu au Niger, donc de fermer les frontières, parce que la CEDEAO a demandé de le faire. Ce sont ces mêmes personnes-là qui ont commencé par dire que le Togo à côté n'a pas pris cette décision, n'a pas fermé. Vous comprenez donc qu'ils ne savent même pas quelle est la position du Bénin par rapport au Niger. Ils ne connaissent pas la position du Togo par rapport au Niger. Certainement qu'eux, ils ont créé une frontière entre le Togo et le Niger. Ils estimaient qu'on ne devait pas suivre bêtement la CEDEAO et qu'il fallait mettre en avant aussi les intérêts du Bénin. Très bien. Et ce sont ces mêmes personnes aujourd'hui qui estiment qu'il faut suivre la CEDEAO. Ce sont ces mêmes personnes qui estiment aujourd'hui qu'il faut suivre la CEDEAO. Quand il s'agit de la révision de la Constitution. Ne sommes pas en guerre au Bénin. Ne sommes pas en guerre. Et quelqu'un, parce que vous savez, la gestion d'un pays, c'est une affaire d'expérience. Alors, après avoir fait 10 ans au pouvoir, un chef d'État doit quand même avoir des appréhensions pour dire, mais si on faisait ci, ce serait mieux. Alors, il a fait si le gouvernement fait cette suggestion-là, par exemple, encore que c'est l'Assemblée qui a pris la décision donc de modifier. Alors, aujourd'hui, nous expliquons juste ce que les députés ont fait. Alors, opportun ou non, est-ce que le besoin se fait sentir? Je crois que oui. Alors, les gens estiment même que le président Patrice Talon a fait ça pour s'éterniser au pouvoir. Le Sénat dont on parle n'appartient pas à Patrice Talon. C'est tous les anciens présidents qui font partie. Et ils ne sont pas seuls. Pourquoi on estime que c'est pour qu'ils s'éternisent au pouvoir? Ça voudra dire que Nicéphore Dieudonné Seglo et Yahi tous veulent s'éterniser au pouvoir. Alors donc, on aura 3 présidents au pouvoir. Quand les gens parlent, c'est comme si les Béninois ne peuvent pas réfléchir par eux-mêmes. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on permette aux citoyens béninois d'avoir la vraie information, comme ce que je suis en train de faire là, et de leur permettre de tabler sur ces informations qu'ils ont là pour réfléchir par eux-mêmes et trouver les solutions à leurs problèmes. Alors, on reste depuis l'extérieur et on réfléchit à la place des populations pour dire voilà ce qu'il faut faire, voilà, il veut s'éterniser au pouvoir, il faut se mobiliser, il faut une insurrection, il faut conscientiser la population comme si le peuple était inconscient et que c'est eux seuls qui sont conscients. C'est une insulte à la population. Alors, aujourd'hui... Mais parlant de population, il y a quelque chose qu'ils évoquent aussi, avant qu'on entre véritablement dans les grandes lignes de la nouvelle constitution, ils estiment qu'il y a comme un déficit, on va dire, de consultation populaire. Ils estiment qu'on aurait pu faire autrement. Voilà pourquoi je me demande si ceux qui parlent savent de quoi ils parlent. La Constitution de 90 elle-même a prévu les conditions dans lesquelles on peut la réviser. Pourquoi on nous parle de référendum alors que le problème ne se pose pas? À l'Assemblée, nous avions eu donc ce qu'il faut pour pouvoir modifier la Constitution depuis l'Assemblée. C'est quand ça échoue qu'on parle de référendum. Ça n'a pas échoué. De quoi on nous parle? Nous sommes respectueux donc, non seulement des lois, des tests, mais respectueux donc de la liberté des institutions, de la séparation des pouvoirs. Voilà, parlons des principales innovations justement dans cette... Je voudrais parler du passage donc de 5 ans à 7 ans. Voilà, ça c'est... Voilà. C'est une innovation. Le septennat. Et c'est de ça que je voulais parler quand je parlais d'expérience. Vous voyez, quand vous êtes élu pour 5 ans,
vous avez au minimum 2 ans pour bien vous asseoir et savoir maîtriser un peu ce qui se passe. Et vous avez peut-être 1 an pour commencer déjà par réfléchir au projet, élaborer les choses. L'élaboration, parce qu'il ne faut pas naviguer à vue pour qu'on vous parle désormais donc de gouvernement ventilateur. Ouais, un peu comme au début du président Patrice Talon, on parlait de gouvernement maquette aussi, au tout début. Et quand vous avez fini ça, il ne vous reste que 2 ans. Et sur les 2 ans, il y a 1 an avant les élections. Donc vous n'avez en réalité que 1 an pour travailler. Vous allez faire quoi? Vous êtes obligé de hâter les choses. Vous êtes obligé d'aller avec précipitation. Faire quelque chose pour que les populations puissent voir que vous avez fait quelque chose. Et ce n'est pas de ça que le Bénin a besoin. Le Bénin a besoin qu'on fasse les choses bien, de manière pérenne, de manière durable et profitable pour les populations et pour donc, les générations à venir. Donc il fallait donner du temps. Alors, donc, il faut du temps. C'est juste cette difficulté-là que les députés ont voulu régler en quittant, donc en allant de 5 à 7 ans. Alors, autre innovation, c'est la trêve. Oui, la trêve. Et à ce niveau... Ils estiment qu'il n'y a plus d'opposition désormais au Bénin. C'est fini, il n'y a plus d'opposition. Au fait, en 90, quand on a fait l'option donc du parti comment vous appelez ça, quand on a fait l'option donc... Du multipartisme. Intégral, nous avons assisté à près de 200 et quelques partis politiques dans un petit pays comme le Bénin. Et tous les hommes politiques, tous les politiciens à l'unanimité, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance, ont compris que c'était du désordre, c'était de l'anarchie. Maintenant, comment réduire? Il faut donc des lois, il faut des procédures, des procédés pour réduire le nombre. Et c'est ça qui est en train d'être mis en œuvre. Vous voyez, aux dernières élections législatives, comme si c'était un référendum, le peuple lui-même a choisi. Le peuple a indiqué que pour le Bénin, il nous faut seulement 3 partis. Voilà pourquoi on a UPR, BR et LD à l'Assemblée. Le peuple a parlé. Donc ce n'est pas un dictat. Alors, ceux qui estiment que par rapport à la trêve, il n'y a plus de liberté, c'est comme si on a bâillonné les libertés, ce qui est faux. Alors, la liberté, ce n'est pas faire ce que l'on veut. Votre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Alors, c'est quoi la trêve? Au Bénin, on constate que dès que vous êtes élu et que vous allez à Porto-Novo pour prêter serment, c'est ce même jour-là que vous avez déjà votre opposant. Il s'oppose à quoi? Puisque vous n'avez même pas commencé par mettre en œuvre votre programme d'action. Et il est déjà opposant. Il s'oppose à quoi? Il s'oppose donc à votre personne ou il s'oppose au fait que ce n'est pas lui qui est là. Parce que vous n'avez rien fait encore qu'on puisse contester. On ne vous permet même pas de faire. Et on est déjà opposant. Alors, lorsqu'on parle de trêve, c'est juste permettre à celui qui est élu d'avoir la liberté, la latitude de travailler. Et la trêve, on n'a pas demandé que les partis politiques arrêtent leurs activités. Tous les partis politiques reconnus continuent donc d'exercer ce à quoi ils ont droit. Tous les partis politiques continuent donc d'animer la vie politique. Vous continuez en tant que parti politique, vous continuez de critiquer. Personne ne vous interdit ça là. Mais vous ne remettez pas en cause ce qui est en train d'être fait. Par exemple, si les paysans doivent livrer leurs produits à Glodjibé, en tant que parti politique, vous ne pouvez pas aller leur demander de ne pas le faire. Et d'aller vendre au Togo, par exemple. C'est aberrant. C'est même pas patriote. Aucun pays au monde ne peut se développer sans l'industrialisation. Et nous, au Bénin, nous avons la chance d'avoir un monsieur qu'on appelle Patrice Talon qui a cette initiative. Et vous voulez étouffer ça dans l'œuf. Parce que sans matière première, les industries ne tournent pas. Alors, moi j'estime que lorsque vous êtes béninois, patriote, vous devez aimer votre pays. Et que des gens comme Jonathan, comme Rodriguez, restent à l'extérieur pour estimer que Glodjibé c'est du bluff, alors qu'ils ne sont pas sur le terrain, ils ne savent pas ce qui se passe,
ils estiment qu'il n'y a même pas offre d'emploi à ce niveau, comme si c'est les robots qui y travaillent. J'estime que ce n'est pas patriote. Vous voyez, je prends le cas de celui-là qui estime, par exemple, qu'il y a les bases militaires françaises au Bénin. Les exemples sont légion. Nous sommes positionnés au Bénin ici pour défendre l'intégrité de notre territoire. De notre territoire, oui. Et nous n'avons donc pas à aller négocier ou plaider auprès d'un pays, fût-il voisin ou lointain, pour assurer la sécurité de nos citoyens. Et si le chef d'État estime qu'il faut au niveau donc de nos frontières et mettre les dispositifs pour empêcher qu'un seul maître de notre territoire soit grigé par les terroristes, que des Béninois, qui se disent Béninois, s'insurgent contre ça. Et pour discréditer l'action qui se fait, estiment qu'il y a les bases militaires françaises au Bénin. C'est un crime normalement. Et c'est eux qui aspirent à diriger le pays. J'estime que c'est bien de révéler tout ça pour que les populations sachent de quoi il est question et qu'on ne permette jamais à ces individus du genre d'avoir accès à quoi que ce soit comme structure pour diriger le pays. Parce que ce ne serait pas pour ça. C'est plutôt eux qui sont à la solde d'autrui. Parce que quand le chef de l'État, le président Patrice Talon, a pris les rênes du pays, il a estimé que nous devons poser des actes de manière souveraine. Voilà pourquoi. Au niveau de la diplomatie, par exemple, il a décidé que plus jamais le Bénin n'aille demander encore de l'argent à l'extérieur pour organiser des élections. Parce que c'est des dépenses de souveraineté. Lorsque, par exemple, on veut organiser les élections présidentielles, et que vous allez tendre la main à un pays étranger. Ils voudront avoir l'œil sur ce que vous voulez faire. Et peut-être même désigner à votre place. Vous n'êtes plus indépendant. Vous voyez, auparavant, par exemple, c'est nos partenaires qui disent dans quel domaine ils veulent intervenir pour nous accompagner. Désormais, ce n'est plus ça. Vous voulez intervenir au Bénin, nous avons notre programme d'action du gouvernement et vous inspirez de ça. Donc c'est le gouvernement désormais qui propose les domaines dans lesquels les partenaires techniques... C'est nous qui connaissons nos difficultés. Vous ne pouvez pas de loin nous dire ce dont on souffre. D'accord. Est-ce que ce n'est pas responsable? Et dans cet élan-là, vous voyez aujourd'hui que dans la sous-région, nous sommes les pionniers par rapport donc, à la diplomatie. Ah bon? Bien sûr, notre passeport fait partie des passeports les plus puissants. Effectivement. Il y a beaucoup de pays où on peut aller avec le passeport béninois désormais sans visa. Et pourtant, des compatriotes béninois de l'extérieur estiment que ce n'est pas une bonne chose. Est-ce que ceux-là, ils vivent ce que vivent les populations au Bénin? J'ai donné l'exemple de la famine. Quand on parle de famine, c'est un manque chronique de moyens de survie. Est-ce que nous vivons ça au Bénin? Et lorsque de l'extérieur, on peint le pays comme ça, en noir, quelle idée on se fait? Leur objectif, c'est d'asphyxier économiquement le pays, comme ce fut le cas au temps du PRPB, où on a été contraint donc à aller à la conférence nationale des forces vives en 90. Parce que j'ai entendu Guédinter dire, en conclusion, après avoir dit tout ce qu'il a raconté comme histoire, dit la solution, c'est qu'il y ait des assises. Alors, vous commettez des impairs, vous êtes pourchassé par la justice. Et depuis votre logis, vous estimez qu'il faut aller à une assise. Donc, chaque fois, il faut permettre aux politiciens de porter le manteau d'homme politique, de commettre des impairs, de venir jouer à la victime et demander qu'il y ait des assises. On ne peut pas continuer par gérer le pays de cette manière-là. D'accord. Et lorsque vous parliez, entre-temps, de l'impartialité de la justice. Oui, l'impartialité de la justice. Lorsque nous avons créé la CRIEF... Parce qu'ils estiment qu'il y a beaucoup de prisonniers politiques, les exilés politiques, on en a parlé. Je l'ai martelé plusieurs fois sur certaines de vos chaînes. Au Bénin, nous n'avons pas de prisonniers politiques. Ah bon? Aucun prisonnier politique au Bénin. Mais nous avons des hommes politiques en prison. Ce n'est pas la même chose. Nous avons des hommes politiques en prison, mais nous n'avons aucun prisonnier politique. Un prisonnier politique, c'est celui qui a été en prison parce qu'il fait de la politique.
Mais un homme politique en prison, c'est un homme politique qui a commis autre chose que la politique qui est en prison. Donc ceux qui sont en prison chez nous, c'est des gens qui ont commis des méfaits qui n'ont rien à voir avec la politique. Leur fonction politique. Voilà. Okay. Je prends un exemple. Moi, par exemple, je suis un homme politique, je suis membre du parti du bloc républicain. Si je vais faire du braquage, je vais braquer, et on m'arrête, est-ce que je suis un homme politique en prison ou un prisonnier politique? Là, vous êtes un prisonnier tout court. Vous avez commis un méfait. C'est exactement ça. Et tous ceux dont on parle aujourd'hui n'ont pas été jugés parce qu'ils sont politiques. Pas du tout. Il y a des faits précis qui leur sont reprochés. Et c'est ces faits-là qu'il faut aller analyser pour voir si oui ou non, ils les ont commis. Et je le répète, on ne peut pas porter le manteau d'homme politique, commettre des impairs, aller en prison et dire qu'au Bénin, on pourchasse. Je les entends dire, en 2019, il y a eu des morts, Parti Salon n'a jamais organisé une élection transparente. Oui, c'est un grief qu'on fait. Alors, la question que moi je me pose, aujourd'hui à l'Assemblée, nous avons 28 députés de l'opposition. On a la majorité qui est de la mouvance. Ceux de la mouvance là, qui sont ceux qui ont voté pour eux? Ce n'est pas les Béninois? Ou c'est les Nigériens qui sont venus voter pour eux? Mais de quoi on nous parle? Je crois que dans quelques jours, on ira aux élections. C'est un défi. Pour eux? Pour nous tous. Si tant est que c'est eux, le parti du peuple, le peuple va encore sanctionner. Parce qu'il faut qu'on arrête de vendre de l'illusion aux populations. Il faut qu'on arrête de présenter un autre Bénin que nous avons à l'extérieur. Je prends le cas de la 10e circonscription électorale parce que je suis de là-bas. Ça va être Glasgow, Wessé. Après les élections, les LD ont eu un député, le BR en a eu un et UPR un. Comme je le disais, ce n'étaient pas les trois partis en lice. Les populations ont tranché. Alors, on va repartir encore, consulter ces mêmes populations-là. Et on verra les résultats. Parce que, vous savez, les populations iront au vote désormais en tenant compte de quelle est la structure, quel est le mouvement politique qui leur a apporté un plus. En 2019, au moment où il y avait les échecs, j'ai pris le cas de la 10e parce que c'est à ce niveau qu'il y avait eu des échauffourées en 2019. Parce que les gens ont cassé à Banté, les gens ont cassé à Savé. Alors, on voudrait aller aux élections et il y a un parti qui a dit « Moi, je ne veux pas aller aux élections ». Ça, c'est le parti du président Yahya Boni. On n'ira pas aux élections. Nous avons dit « Nous irons aux élections ». Et le jour des élections, le gouvernement a envoyé les forces de l'ordre pour sécuriser les urnes. Et on découvre à ce niveau-là des chasseurs armés qui se sont mis à tout saccager, à casser les urnes, à brûler des maisons, à brûler des véhicules. Alors, c'est ça la démocratie? Mieux, entre ceux qui veulent aller aux élections et ceux qui disent qu'il ne doit pas avoir élection, à qui profitent ces actes? Mais c'est à ceux qui ne veulent pas aller aux élections. Au nom de quoi on peut estimer que c'est Patrice Talon? Donc c'était leur objectif, semer de troubles pour venir dire désormais que c'est Patrice Talon. Dieu merci, les populations ont compris. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, en janvier prochain, il n'y aura aucun bruit. Les gens iront simplement aux élections, choisir leur candidat et rentrer parce qu'ils ont compris. Ils ont compris qu'ils avaient été dupés. Ils ont compris qu'on leur avait menti. Mais est-ce que les gens ne vont pas rester chez eux non plus? Enfin, aussi, parce que le taux de participation pour les élections précédentes, c'est ce qui manque réellement. La participation, cette fête populaire-là. Est-ce qu'il n'y a pas de risque encore cette année avec tout ce qui se passe là, le parti des démocrates et tout ça? Mais lorsque les démocrates dont vous parlez, lorsqu'ils participent à une élection, je dis qu'il n'y a pas de trouble.
En 2019, ils ne sont pas allés aux élections, il y a eu trouble. Mais en 2023, quand ils sont allés aux élections, est-ce qu'il y a eu trouble? Non, il n'y aura pas de trouble. Il n'y a pas de trouble. Donc c'est eux les troubleurs. C'est ce que je veux dire. C'est eux les troubleurs. Ouais, c'est ça que je voudrais démontrer. Donc quand ils ne vont pas aux élections, ils font tout pour troubler, pour montrer que... C'est ça. Maintenant, aujourd'hui, vous demandez si le taux de participation sera... Oui, c'est ça aussi le grand défi. Les gens avaient peur de sortir pour aller voter parce que les chasseurs étaient là avec les fusils. Ah. Et ce qui est aberrant, ce qui est étonnant et regrettable, est-ce qu'un chasseur, c'est au lieu de voter qu'il va chasser? C'est la forêt là. Il y a quel gibier là? C'est tellement flagrant qu'on n'en a même pas besoin d'expliquer. Mais aujourd'hui, on n'aura plus de chasseurs pour aller et saccager les unes. De quoi les populations auront peur pour ne pas aller voter? Et mieux, ce qui va entraîner l'engouement est quoi? Les populations ont compris aujourd'hui que ce que fait le président Patrice Talon est tellement bien pour elles, que ceux qui disent autre chose ont un autre problème. Donc les gens vont aller voter tranquillement. Et mieux, même si vous voulez nous chasser du pouvoir, ce n'est pas en restant chez vous. Ce qui est certain, la grande majorité des Béninois ira voter. Il n'y a rien à faire. Ils iront voter. D'accord. Par rapport à la constitution révisée, est-ce qu'il y a d'autres innovations dont vous voudriez peut-être nous parler un peu plus? Parce qu'il n'y a pas que, par exemple, le mandat présidentiel qui a changé. Même le mandat, les mandats électifs, on va dire, sont passés désormais à 7 ans. Oui, voilà. J'ai expliqué. J'ai expliqué ce pourquoi. Il n'y a pas que les présidents. C'est pour permettre donc à celui qui est élu d'avoir le temps, au moins 6 ans, pour la mise en œuvre. Mais pour le député, par exemple. Le député qui passe à 7 ans. Oui, mais attends, les députés eux-mêmes, ils ont un rôle à jouer dans la société. Voilà pourquoi la Constitution a permis que la population leur confie leur confiance pour qu'ils puissent prendre des décisions à leur place. Alors, si eux, ils doivent faire 3 ans, 4 ans pour s'éclipser et laisser le président qui est là, ça n'aura pas de sens. Et mieux, le système partisan avait voulu confiner les élections dans une seule période pour qu'on ne soit pas là chaque année à faire des élections. Donc, donner 7 ans au président et donner 3 ans, 4 ans aux autres, ça revient à remettre en cause ce contre quoi on luttait. Les joutes électorales sont éparpillées. À tout moment, c'est les élections et c'est des dépenses quand on fait les élections. Et j'ai dit que pour une question de souveraineté, on a pris la décision d'organiser nos élections avec nos propres ressources. D'accord. Voilà. On a suffisamment parlé quand même de la Constitution révisée. Je propose, puisque vous parlez des réalisations du président Talon qui vont donc peser dans la balance, c'est quelle réalisation vous voulez mettre en avant? Il y a les autres présidents aussi qui sont passés, ont eu des choses, ont fait des choses aussi. Et puis ces réalisations du président Talon sont aussi critiquées par beaucoup que vous-même vous critiquez maintenant. Ceux qui sont à l'extérieur, qui disent que non, c'est sur des prêts, c'est ci, c'est ça. Je ne critique pas, mais je restaure la vérité. Je ne critique pas. Et s'ils ont des preuves de ce qu'ils disent, quand on vient à la télé, on dit Patrice Talon est mauvais, Patrice Talon il gère mal, ça n'a pas de sens. Il faut aller concrètement sur des faits qui peuvent étayer ce que vous dites. Alors, lorsqu'on prend, je veux parler de l'économie par exemple. Aujourd'hui, les finances publiques sont assainies. La gestion est saine. Et lorsque il se trouve des Béninois qui tentent donc de troubler un peu, ils se retrouvent à la criette. Donc, vous êtes contraints à bien gérer. Alors, c'est cette manière-là d'affiner, c'est cette manière-là d'assainir les finances qui permet donc aux institutions internationales de nous faire confiance. Et c'est justement à ce niveau que je suis peiné de constater que des Béninois, étant conscients même de ce qui se passe là, eh bien, tentent par tous les moyens de noircir un peu ce qui se fait. Alors, revenons au concret. Vous voyez, en 2016, par exemple, lorsque le chef de l'État venait, à peine 40% des Béninois avaient accès à l'eau potable dans les villages. Aujourd'hui, nous sommes à 80%. Est-ce que ce n'est pas un plus dans le bien-être des populations? Mieux, lorsqu'on parle d'accès à l'eau potable, je prends toujours le cas du département des collines. Avant 2016, lorsque vous quittez Cotonou pour Parakou, une fois à Glazoué, vous voyez les bidons jaunes
qui sont alignés au bord de la C'est voie. vrai que le problème était crucial en ce moment dans Mieux, ce département-là. Mieux, il y a une maladie, le ver de Guinée, qui sévissait dans la zone. Et tous les présidents qui se sont succédés à la tête de notre pays ont estimé que dans le département des collines, on ne saurait avoir de l'eau potable. Mais le chef de l'État, le président Patrice Talon, a dit que c'est une mauvaise appréciation. Aujourd'hui, dans les 6 communes du département des collines, 5 ont déjà de l'eau potable. La commune de Ouessé, qui, à elle, peut faire des forages, c'est en cours. Ça voudra dire que on peut donner de l'eau potable dans le département des collines. Alors, quand on passe de 40 à 80%, et que des gens estiment que c'est du bluff, j'estime que c'est parce qu'ils ne sont pas des collines. Quelqu'un qui se positionne aujourd'hui pour dire que Patrice Talon n'arrive pas à donner de l'eau potable au Bénin, mais il insulte les populations du département des collines comme ça. Je veux parler de l'électricité. Parce que vous me parlez de réalisation. Je veux prendre l'électricité. La dernière fois, les ministres conseillers, nous sommes allés à la centrale de Maria Glita pour aller voir un peu ce qui se passe. Là où nous avons investi plus de 40 et quelques milliards de nos francs sous le régime de fin, où on n'a pas pu donner 5 kWh pendant 10 ans. C'est du gâchis. Je ne sais pas si on peut appeler ça éléphant blanc. Mais non. Tout ce que le président Boni avait installé dans le temps, ces réacteurs-là, ça ne marche plus aujourd'hui. Rien ne fonctionne. Rien. Rien du tout. Rien du tout. J'ai dit qu'ils n'ont pas donné 5 kWh au cours des 10 ans. Ce qui est crucial, c'est que... Quel a été votre constat quand vous êtes allé là-bas? C'est de ça que je parle. Nous avons vu les réacteurs. Les réacteurs qui avaient été achetés par le président Yahi Boni sont des réacteurs, des avions qu'on a utilisés au cours de la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale a pris fin en 1945. Ça veut dire que ces réacteurs-là ont été fabriqués avant 1945. Des gens ne sont pas nés. Je n'étais pas né. Et c'est ça qu'on est allé nous amener. Et ils ont repeint ces réacteurs-là qu'on est venu nous vendre. Mais aujourd'hui, nous avons tout repris avec des compétences techniques béninoises qui avaient été reléguées au second plan, qui avaient été mis au garage parce qu'ils avaient dit ce que vous faites là n'est pas bon. On leur a fait appel. Grâce à leurs compétences, leurs techniques, aujourd'hui, le Bénin arrive à produire 50% de sa consommation en énergie. Alors, est-ce que quelqu'un peut nous demander qu'est-ce que Talon a réalisé? Lorsqu'on prend les routes, on estime qu'il a fait les routes, mais comme on n'a plus d'arguments, on dit qu'il a surfacturé les choses. Alors, lorsque je compare... Oui, il estimait que le kilomètre de route au Bénin coûte plus cher que dans les pays de la sous-région. Oui, parce que c'est eux qui vont expertiser, ils sont des experts, c'est eux qui vont voir ce qui se fait en Côte d'Ivoire, au Burkina, et ils viennent comparer ça au Bénin. Oui, mais lorsque ça ne se faisait pas, quel a été leur comportement, quelle a été leur attitude? Aujourd'hui, lorsqu'ils ont parlé des routes, le ministre conseiller Jacques Ayagui est sorti pour aller restaurer la vérité. Ils se sont tus. Pourquoi à chaque fois il faut amener donc de gros mensonges au sein de la population, quitte à ce qu'on aille encore voir cette même population pour dire non, voilà la réalité. Alors par rapport à ces routes-là, aujourd'hui ils estiment que bon, c'est bien, il y a les routes, tout ça, mais qu'on a surfacturé les choses. Ils en savent quoi? C'est eux qui ont géré. Alors, celui qui a pris, par exemple, 45 milliards, qu'il a investi dans des réacteurs d'avions de 1945, et celui-là, qui n'a pas pris 45 milliards et qui a pu produire de l'électricité à hauteur de la moitié de notre consommation, est-ce qu'on peut les comparer? Et c'est eux qui ont fait ce gâchis-là, qui sont aujourd'hui opposants et qui comparent. En conclusion, j'estime que l'opposition au Bénin, ce n'est pas par rapport à ce qui se fait, c'est par rapport à la personne. C'est-à-dire qu'on se positionne pour rejeter tout ce qui vient de Patrice Talon. On ne pense qu'à ça, à la personne de Patrice Talon. Mais Patrice Talon, c'est un être humain. Et quand il ne sera plus là,
Et même quand Patrice Talon dit « je ne veux plus être là », on estime que c'est faux. Oui, par rapport à la révision de la Constitution, il y a beaucoup qui le pensent aussi. Ils se disent que non, c'est pour rester dans les coulisses, pour continuer à avoir toujours les manettes en main, pour diriger de derrière. Voilà. Je vous ai donné l'exemple de ce qui s'est passé quand ils sont allés au Niger. Alors, vous savez, en 90, pour chasser le monstre à 3 têtes que Kékérékou avait chassé par la force, on a voulu tailler une constitution pour empêcher donc ces anciens présidents-là de revenir au pouvoir. De vous à moi, est-ce que après 10 ans à la tête du pays, est-ce qu'on devient totalement inutile? On n'a plus d'expérience à partager? C'est des valeurs qu'on chasse comme ça. C'est des bibliothèques qu'on ferme. Alors aujourd'hui, c'est clair que ces présidents, ces anciens présidents, quand ils se retrouvent quelque part pour réfléchir au bien-être des populations, ça va être de manière impartiale. Voilà pourquoi, quand on les détache comme ça des partis politiques et ils sont au niveau du Sénat, ils seront plus libres dans leurs réflexions. C'est ça qu'il faut qu'on voit. Et non la personne de Patrice Talon. Alors, aujourd'hui au Bénin, je crois que les Béninois ont compris que notre pays a amorcé sous Patrice Talon un nouvel essor. Il nous a mis sur orbite. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, l'avait dit en 2016 que c'est quand il va finir qu'il verra s'il sera porté en triomphe ou non. Voilà, mais vous prenez n'importe quel secteur de la vie au Bénin, il y a eu des réformes et les exemples sont là, ça saute aux yeux. Aujourd'hui, le Bénin est devenu une référence. Aujourd'hui, et quand je parle de référence, ce n'est pas seulement les infrastructures que nous voyons. C'est dans tous les secteurs. Alors, c'est au plan politique qu'il y a de remous parce que le Béninois, pour le Béninois, la politique, c'est un raccourci pour s'enrichir. Et quand le président Patrice Talon est venu réglementer tout ça, les robinets de fuite de capitaux, de vol de sous ont été fermés. C'est ça qui entraîne tout ça. On dit que l'argent ne circule pas. Est-ce que dans un pays sérieux, au cours d'une élection, on peut permettre à la population de s'aligner sur des kilomètres pour aller prendre de l'argent frais, comme ça au palais? C'est ça l'argent qui circule au Bénin. C'est ce qui s'est passé en 2016. Et les bonnes dames, quand ils finissent de prendre les sous, ils disent... Bon, je ne sais pas si vous me permettez, mais les bonnes dames, quand ils ont fini de prendre leurs sous, ils disent que... Oui, cette chanson est connue de tout le monde, ça a été chanté. Donc, on n'invente rien. Est-ce que dans un pays sérieux, on peut se comporter comme ça? Mais, monsieur le ministre, revenons un peu au niveau du Sénat. Déjà, le président Boni Yahi, lui, il est un peu opposé à ça. Alors que c'est un membre de facto. C'est la loi qui dit qu'il est membre donc, de ce Sénat-là. S'il ne vient pas, comment est-ce que ça va se passer? S'il refuse de siéger? Si un membre de droit du Sénat décédait, le Sénat allait disparaître? Non. Il aurait fait son choix. Mais on ne peut pas tenir compte du sentiment d'un individu pour bloquer tout un système, tout un pays. De toutes les façons, depuis 2016, le président Yahi Boni n'a fait que remettre en cause tout ce qui vient de Patrice Talon. Et le pays évolue. Donc, j'estime que il va revenir à de meilleurs sentiments. D'accord. Il y a certains aussi qui critiquent le fait que vous mettiez de hauts gradés militaires, même si c'est des anciens, vous les mettez dans ce Sénat-là. Ils ont toujours la main au niveau donc de ce qu'on appelle des militaires. Ils sont plus en fonction. Oui, mais c'est des personnes qui ont été très influentes, qui peut-être continuent d'être très influentes donc, dans ce milieu-là. Et ils peuvent déstabiliser le pays à partir de là. Est-ce qu'un président de la Cour constitutionnelle, un président de l'Assemblée n'a pas été influent? C'est une affaire d'expérience. Et on a besoin de tous les fils du pays qui ont eu la chance donc, de gérer des structures. D'avoir magasiné assez d'expérience pour venir donc, les mettre au profit. Donc, même dans nos coutumes, lorsqu'il y a un problème, mais on se réfère au patriarche, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que nous avons transplanté la démocratie de l'Occident qu'il faut totalement oublier nos mœurs et nos coutumes. Lorsqu'on a des difficultés en Afrique, au Bénin, on se retourne vers les sages. On se retourne vers les sages, on va vers le patriarche qui, avec sagesse, arrive donc
à régler la situation dans la paix. Il y a beaucoup de langues, on va dire, très virulentes aussi contre cette histoire de Sénat qui disent par exemple que non, c'est parce que bon, il n'a pas totalement confiance à son dauphin, il veut rester derrière, c'est à cause de ça qu'il veut mettre des sages derrière. Qu'est-ce que vous leur répondez à cela? Est-ce que c'est le Sénat qui forme le gouvernement? Est-ce que c'est le Sénat qui rédige le programme d'activité du président élu? Ça n'a pas le Sénat n'est pas à l'exécutif. J'ai dit que le Sénat est en train de venir jouer l'équilibre entre les institutions. Pourquoi on voit simplement le président de la République et le président de la Cour constitutionnelle et le président de l'Assemblée? Donc, il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas de... Les rôles sont clairement définis. Voilà. D'autres aussi disent, monsieur le ministre, que ce rôle-là que vous voulez faire jouer à ce Sénat peut être un rôle un peu redondant quand on sait qu'il y a déjà d'autres institutions consultatives dans le pays, par exemple le CES et bien d'autres, qu'on peut consulter à tout moment pour prendre certaines décisions. Je prends le cas du code électoral que certains jugent de chrysogène. Quelle est l'institution qui a pu régler? La Cour s'est déclarée incompétente à plusieurs reprises sur... Alors, on était dans l'impasse, n'est-ce pas? Mais s'il y a une institution comme ça qui peut régler, quel est le mal? Mais j'ai pris le cas où nous avons on a eu des difficultés avec le Niger. Est-ce que la Cour constitutionnelle pouvait aller là-bas? Est-ce que le président de l'Assemblée pouvait le faire? Alors, ils ont joué à la médiation. Comme je l'ai dit, ils n'ont pas été mandatés, mais quand ils sont revenus, l'opinion nationale a accepté le fait. Ça suppose simplement que nous en avons besoin. D'accord. Est-ce qu'il y a des postes électifs, enfin des sièges électifs au niveau de ce Sénat-là? Parce qu'on ne maîtrise pas encore tous les contours du test. Est-ce qu'il y en a qui seront élus malgré tout? Malgré que ceux qui seront désignés par le test, par de droit, ceux qui donnent ce que nous avons, la montée que nous avons, et c'est ce que j'ai dit, lorsque vous n'avez pas les documents et que vous critiquez, il y a un problème. Attendons que la loi soit, que la conformité soit prouvée et que la loi soit promulguée et on aura le contenu. Et on pourra donc statuer là-dessus. Donc pour le moment, on ne sait pas s'il y a des gens qui seront élus ou pas au sein du Sénat. Pour les rumeurs que nous avons, il n'y a pas d'élection à ce niveau. Et il y a beaucoup de personnes qui disent, dès l'instant où il y a des gens désignés dans ce Sénat-là, qu'on ne devrait peut-être pas l'appeler aussi Sénat, on devrait peut-être chercher un autre nom, le Conseil des sages, le Conseil donc, des anciens. Qu'est-ce que le nom a à voir dans l'impact? Le nom a quelle influence sur le rôle que l'institution veut jouer pour le bien-être des populations? Et si ce n'est que le nom, est-ce que ça devrait faire aussi assez de tapage comme ça? Pourquoi est-ce qu'on ne se concentre pas sur des choses utiles? Alors, si certains estiment que, vu le rôle que l'institution veut jouer, que le nom Sénat ne lui convient pas, mais il s'agira simplement de faire la proposition. Est-ce que ça devrait donner lieu à tout ce qu'on entend là? J'estime que nous voulons un pays de paix, nous voulons un pays prospère, nous voulons un pays où les institutions se parlent, nous voulons un pays où le respect donc des institutions se constate, nous voulons un pays où le développement, le décollage même du développement socio-économique se sent. Et c'est de ça qu'il est question. Et cette révision de la Constitution pourra permettre cela, pourra permettre donc de remettre le pays sur les rails, on va dire, du développement réellement. Bien sûr, parce que, comme je l'ai dit, si par exemple vous êtes élu président de la République, et vous n'avez même pas encore commencé par mettre en place votre programme d'action, et qu'on commence pas à vous critiquer, il y a un problème. Critiquer, d'accord, mais remettre en cause, c'est à ce niveau qu'il y a trouble. Parce que, je l'ai dit, les partis politiques vont continuer par... Peut-être qu'il faut nous expliquer un tout petit peu cette partie-là, parce que critiquer sans remettre en cause, moi je me demande, enfin, comment est-ce qu'on fait? Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Dès que tu dis que ce n'est pas bon, tu remets en cause. Non. Ceci n'est pas bien, j'aurais souhaité que ce soit tel. Donc tu remets en cause l'autre? Non, mais ceci n'est pas bon, rentrer dans la rue. D'accord. Il y a une remise en cause.
mettre les bâtons dans les roues de celui qui agit, qui est en fonction. Voilà. Donc, j'ai donné l'exemple, j'ai dit, mais quelqu'un, il est élu, il dit, je veux créer une zone industrielle. Et nous avons, dans notre pays, la matière première. Vous estimez que ce n'est pas bien de créer la zone industrielle, ça n'apportera rien. Et vous allez vers les populations pour leur demander de ne pas livrer leurs produits à la zone industrielle. Il y a un problème. Voilà, mais certains commentateurs, enfin, je vais dire certains observateurs justement de cette constitution-là, ils disent que non, à partir du moment où on dit il n'y a plus de critiques, il n'y a plus rien, peut-être même que les institutions elles-mêmes ne pourront plus parler. Par exemple, si... vous rectifie ce que vous dites. Ils disent par exemple... Il n'a jamais été question de ce qu'il n'y a pas de critique. J'ai dit, vous pouvez critiquer. Les partis politiques continuent d'exercer, d'animer la vie politique. D'accord. De la mouvance ou de l'opposition. Mais vous ne remettez pas en cause. D'accord. Parce que quand vous remettez en cause, vous défiez l'autorité. Et vous empêchez donc les actions, les programmes d'action de se mettre en œuvre. Voilà. Mais moi, je parlais plutôt des institutions. Parce qu'il y a certains, par exemple, qui vont jusqu'à demander aux institutions d'intervenir. Par exemple, la Cour constitutionnelle qui est très souvent appelée pour voir la constitutionnalité, par exemple, d'une décision de l'exécutif. Voilà. Comment est-ce qu'on fait à partir de ce moment-là? Puisque vous dites qu'on ne doit plus remettre en cause, comment est-ce que ces institutions-là vont travailler? Ça devient quand même assez compliqué. Si la personne ne peut pas aller vers les institutions pour dire, OK, je veux que vous voyez si ceci est constitutionnel ou pas. Lorsque vous avez l'impression que telle ou telle chose ne respecte pas la Constitution. Ne respecte pas les tests de manière générale. Non, vous allez vers la Cour constitutionnelle pour vous plaindre. Mais lorsque la Cour constitutionnelle ne vous donne pas raison, vous ne devez plus rien faire. C'est fini. Parce que les décisions de la Cour sont sans recours. D'accord. Mais lorsque la Cour constitutionnelle vous dit non, vous n'avez pas raison. Et vous revenez à la base maintenant pour dire à la population, je suis revenu vous voir parce que la Cour constitutionnelle m'a débouté, allons dans la rue. Vous avez remis en cause, n'est-ce pas? D'accord. D'accord. Parfait. Je pense que c'est bien compris. J'espère que les téléspectateurs l'ont très bien compris également. Monsieur le ministre, nous sommes déjà presque à la fin. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot. On avait prévu parler de la Constitution, des enjeux sur le plan diplomatique et aussi peut-être de la justice, l'impacité de la justice. Mais on allait bien au-delà. On a parlé de bien d'autres choses. Un dernier mot peut-être avant de mettre fin à cette émission. Je voudrais simplement demander à nos compatriotes d'être beaucoup plus regardants, beaucoup plus attentifs à tout ce qui se dit, parce que les réseaux sociaux ont totalement envahi l'opinion et les Béninois ne savent plus à quel sens se vouer. Donc, lorsque on ne tente pas de faire de recul et de bien analyser tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, on a tout fait donc de penser que la vérité est ailleurs alors que c'est à votre niveau. Voilà pourquoi je voudrais demander qu'on fasse très attention à tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, parce que ceux-là qui, de loin, vous poussent à la rébellion, vous poussent à l'insurrection, vous demandent de rentrer dans la rue, eux ne sont pas au Bénin et leurs enfants ne sont pas au Bénin. Donc, la meilleure formule aurait été qu'eux-mêmes descendent et qu'ils viennent prendre le devant pour qu'on sache qu'ils sont en train de dire la vérité. Parce que, après tout, quand vos enfants sont en prison, c'est vous qui en souffrez et non eux. Voilà pourquoi il faut tenir compte de tous ces paramètres-là pour jouer sa partition dans le développement du pays. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, comme je l'ai dit à l'entame, pour l'amour qu'il a pour son pays, a procédé à des réformes. Et lorsqu'on parle de réformes, on bouscule certaines réalités. Aujourd'hui, grâce à ces réformes, le Bénin se fait respecter tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Nous avons notre économie qui est modernisée. On constate donc toutes les transformations que nous avons dans le pays, sur le plan infrastructurel, sur le plan social, sur le plan de l'éducation. Aujourd'hui, le Bénin, même si tout ne va pas bien, le Bénin a commencé déjà par poser les jalons d'un développement prospère. Et il ne faut jamais permettre que des individus viennent remettre en cause ce bon démarrage.
C'est bientôt donc l'élection présidentielle, enfin avant les autres, l'élection générale d'abord hein, et ensuite l'élection présidentielle. J'ai bien envie de vous demander un message au futur président du Bénin. On ne sait pas qui sera le futur président. Mais de votre côté, je suppose que vous dites que c'est certainement Ouaddaï parce que vous êtes sûr que votre candidat est le meilleur. Quel est le message que vous voulez lui donner, notamment par rapport au social où beaucoup de Béninois restent sur leur faim, vraiment pour finir? Mon candidat lui-même l'a dit. Attendons qu'il sorte son projet de société et que vous voyez déjà quand vous prenez les discussions qui se font à l'Assemblée aujourd'hui par rapport au budget, vous voyez la part qui a été faite au volet social. C'est à croire même que le volet social n'existait pas. Mais si on avait le temps d'aborder tout ce que le chef de l'État, le président Patrice Talon fait sur le plan social, vous comprendrez qu'il y a quelque chose qui se fait. Et nous allons commencer par communiquer là-dessus, pour qu'on se rende compte réellement qu'on a besoin d'une continuité. Je ne veux prendre pour exemple que le cas des cantines scolaires. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers une couverture de 100% systématiquement de toutes les écoles primaires publiques du pays. C'est du social. Merci infiniment, Monsieur le Ministre. Chers téléspectateurs, nous espérons que cet échange aura contribué à nourrir le débat citoyen dans le respect, bien sûr, des institutions et donc de l'état de droit. Merci à tous et à toutes pour votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau numéro de l'entretien du dimanche.